Nous sommes en retard, il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Lancelot Durand. Il est conseiller régional jeune de Bretagne et responsable des références académiques. Il est venu avec nous, il est venu pour être avec nous en direct ce matin. Il a fait un peu de route. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, les références académiques, expliquez-nous. Alors, au sein de l'Association nationale de la jeunesse, on veut la développer à l'échelle de plusieurs académies. Donc moi, mon but, c'est de créer un réseau de référents académiques, c'est-à-dire un par académie, que je recrute, pour développer l'ANJ et pour pouvoir créer des sessions de simulation parlementaire. C'est-à-dire que ça ressemble un peu... ça sera organisé dans des lycées et... ça sera organisé généralement sur des temps de MC, mais là actuellement il n'y a rien en place, c'est en cours, l'association a à peine un an, et on va répartir les gens en commission et faire des amendements, des questions, etc. C'est vraiment pour comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et moi mon but c'est de créer des référents pour pouvoir faire justement ces simulations de sessions parlementaires à l'échelle de la France, Voilà, donc à amener les jeunes, la jeune génération à s'intéresser à la chose politique. On va en dire un mot tout à l'heure. Conseiller régional de Bretagne, conseiller régional jeune de Bretagne, là aussi c'est important parce que c'est l'approche politique sur le terrain. Oui, c'est ça, c'est 150 jeunes répartis sur l'ensemble de la région Bretagne, répartis en 5 commissions, la commission communication, santé, égalité, culture et climat. Moi, je fais partie de la commission égalité, donc répartie en 3 pôles. Le pôle lutte contre les discriminations, égalité des chances et éducation au genre et à la sexualité. Moi, je fais partie de lutte contre les discriminations. Et là, la semaine prochaine, on va organiser un live au festival Nos Futurs sur les violences sexistes et sexuelles. Et on va inviter une militante du planning familial et Fanny Chappé, la maire de Paimpol. Voilà, qui est aussi très impliquée évidemment dans ces combats. On peut parler de combats aujourd'hui. Ça reste important. Justement, les jeunes en politique. Ce matin, je ne trahis rien en disant que c'est votre première radio, première confrontation un petit peu avec le questionnement. Et ça va très bien se passer, je vous le promets. Les jeunes en politique, on a dit en tout cas à un moment, les jeunes ne s'occupent plus de la politique, ça ne les intéresse plus. C'est un truc de vieux, pardonnez-moi, mais on l'a souvent dit. Or, on voit depuis quelques années, peut-être depuis le Covid aussi, que les jeunes reviennent à la politique, ou en tout cas à une forme de militantisme, d'engagement. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle, puisque un jour ou l'autre, on va devoir prendre la relève. Donc, je pense que c'est triste de se dire que la jeunesse, ils sont pas capables de faire quelque chose, ils veulent plus rien faire, etc. C'est pas vrai. L'ANJ le prouve, on a énormément d'adhérents, et c'est un peu le but de l'ANJ, démontrer que nous, on voudra apporter des solutions aux problèmes contemporains, et également le CRJ, c'est la même chose à l'échelle de la région, mais après il y a d'autres CRJ. Alors le CRJ pour nos auditeurs. Le CRJ, c'est une instance de la région Bretagne, le Conseil régional des jeunes, avec à peu près 150 élus pour un mandat de 2 ans dans toute la région, pour représenter tous les lycéens et les apprentis. Voilà, donc les jeunes là aussi qui s'impliquent et qui ne sont pas forcément au départ partis avec une conscience politique. Oui, complètement. Je dirais que plus de la moitié des élus au CRJ ne sont pas forcément très engagés en dehors du CRJ. Ils participent au projet, etc., donnent leur avis, des idées, etc. Après, il y a des gens au sein du CRJ qui sont engagés dans des partis politiques. Moi, c'est pas mon cas, mais voilà, je suis quand même très engagé, sans forcément être dans un parti politique, simplement pour une raison que je soutiens pas forcément toutes les idées d'un parti politique, et je pense que pour moi il faut soutenir au moins 80% des idées d'un parti. Alors, justement, aujourd'hui, c'est une autre façon de faire de la politique. Vous le dites, je ne soutiens pas forcément toutes les idées d'un parti. On s'aperçoit que nombre de jeunes qui, plus tard, s'engagent, font le pas, sautent le pas pour dire, voilà, je vais m'engager dans tel ou tel parti, telle ou telle sensibilité politique me convient, peuvent être aussi très critiques à l'endroit des partis, ce qui n'était pas forcément le cas de leurs devanciers. Aujourd'hui, on est capable de dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourtant, il y a cet engagement. Après, actuellement, je ne suis pas dans un parti politique, mais je sais qu'un jour ou l'autre, si je veux être élu, il faudra absolument que j'en rejoigne, parce que déjà, pour des questions de financement de campagne, c'est beaucoup plus facile. Et puis même, je pense qu'il faut rejoindre un parti, c'est un peu la logique. Je ne suis pas apartisan non plus. Je pense que c'est
c'est pas la moindre des choses. Chacun est libre de dire moi je suis contre les partis, moi je suis pour, etc. Mais je penche quand même plus pour les partis politiques. Mais même au sein d'un parti, des fois, on peut avoir des divergences. Ah oui, complètement. Voilà, hein, c'était un petit peu le sens de ma question. On peut avoir des divergences. Ce que les, j'allais dire les devanciers, ceux qui ont fait de la politique à votre âge, mais avant, n'avaient pas forcément. Il y avait une forme de ligne du parti, si vous me permettez le terme. Il est peut-être un peu daté, mais voilà, aujourd'hui, les partis sont très protéiformes. Ça bouge beaucoup finalement au sein d'un parti. Bah oui, on peut le voir déjà le cas avec Renaissance, où on a des gens qui viennent de la gauche du Parti Socialiste, mais aussi une gauche plus radicale comme Aurélien Rousseau qui venait du Parti Communiste, où on peut avoir des gens de la droite aussi, qui étaient chez LR avant, etc., qui étaient contre le mariage pour tous et qui aujourd'hui sont pour avec Renaissance. Après, on peut avoir chez LFI aussi des sous-branches avec une partie de LFI qui est souverainiste. Et chez ORN, par exemple, on peut avoir des gens qui sont contre l'IVG, pour l'IVG, comme on l'a vu avec le vote pour la constitutionnalisation de l'IVG. Et après, bon, dans chaque parti, il y a des plus modérés, des plus radicaux, quoi. Voilà, différents courants qui peuvent justement susciter le débat. Aujourd'hui, c'est important le débat, on a un peu oublié le débat. Ah oui, je pense que c'est essentiel pour la démocratie. Il faut débattre. C'est pas en disant toi tu penses ça, t'es nul, etc. Faut pas avoir une vision extrême des choses comme ça. Il faut débattre, c'est la démocratie. Sans débat, on n'avance pas, quoi. Et pourtant, on voit aujourd'hui une forme de, permettez-moi le terme, il est très fort, mais de radicalisation. On campe sur des idées. Alors, le contexte n'aide pas, on en reparlera du contexte tout à l'heure, mais campe sur des idées, là encore, une forme de violence politique. Oui, il y a une certaine violence entre les partis, mais je suis pas sûr que la violence va résoudre les problèmes. Les partis extrêmes qui sont très violents, LFI par exemple qui est très violent contre le Rassemblement national, mais aussi pour certaines choses contre Renaissance, ça va pas faire avancer les choses. C'est pareil pour le RN qui est contre Renaissance et pour LFI. Mais c'est pareil également aussi pour le Renaissance qui s'attaque très verbalement quand même aux extrêmes pour essayer de les faire diminuer dans les sondages, sauf qu'actuellement ça marche pas vraiment, quoi. Alors justement, ça nous amène, vous me trouvez la transition, merci, on va parler des européennes avec effectivement de nombreux sujets qui sont très attendus par les Français, en tout cas en ce qui concerne la partie française des européennes. On a vu l'entrée en campagne, on pourrait le dire, des différents partis, le RN avec Jordan Bardella, Reconquête avec Marion Maréchal hier, et puis Renaissance avec Valérie Hayé, et ce discours quand même très anti-RN. On entend beaucoup un discours de peur finalement. Oui, c'est vrai que c'était un discours assez, comment dire, bas de gamme, sur le sens que il y avait une violence contre le RN. Et au final, je pense qu'il faut plus détailler son projet, dire nous comparer nos idées, quoi. Au lieu de dire tout le temps Jordan Bardella, il était pas présent, c'est l'ami de Poutine, c'est l'ami de la Russie, etc. C'est un peu des arguments bas de gamme, quoi. Ça, les Français, ils vont quand même le voter le RN. Ils l'entendent depuis des années et ça changera rien. Alors c'est triste à dire. Moi aussi, je suis contre le Rassemblement national, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi, pour lutter contre les partis d'extrême droite, quoi. Voilà, finalement, on n'a pas entendu d'arguments politiques, l'Europe de demain, comment la construire, comment elle va rentrer dans la vie de tout un chacun de plus en plus, finalement. L'Europe, comment peut-être avoir une vision soit fédéraliste, soit étatique des États dans l'Europe. On n'entend pas ces arguments-là aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on les met un peu de côté, on est plus sur un combat entre les partis. On est plus sur le combat idéologique, finalement ? Je pense, oui. On a un peu le groupe Renew Europe qui veut une Europe plus souveraine, et le RN qui veut plus quitter l'Union européenne, mais qui est quand même plutôt veut se retirer de certains traités, ou alors s'engager au minimum dans l'Union européenne. Moi, je suis pas forcément, je suis pas pour quitter l'Union européenne, mais je veux pas d'une Union européenne plus souverainiste. C'est-à-dire que je veux si souverainiste. Voilà, plus importante. Voilà, je veux que chaque État quand même reste mettre chez lui, finalement. Voilà, c'est ça. Et pas faire comme les États-Unis, où on voit que certains États sont quand même pas très. Enfin, il n'y a pas une entente cordiale entre tous les États. Et je pense que chaque pays en Europe a une histoire énorme. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas comparable. On pourra jamais faire
les États-Unis d'Europe, quoi. Voilà, ça a été la grande idée de Jean Monnet, hein, Ouais. les fameux États-Unis d'Europe. Aujourd'hui, les Français souffrent, hein, on a l'inflation, on a les difficultés à se loger, parfois même à se nourrir. On le voit, hein, auprès des jeunes étudiants, en particulier, qui ont beaucoup de difficultés aussi dans ce domaine. On a l'impression d'une campagne électorale qui arrive en plus sur fond de guerre en Ukraine. On a l'impression, là aussi, qu'on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire quelle solution donner aux gens, qu'elles soient européennes, qu'elles soient françaises. Pour la guerre en Ukraine. Voilà, pour les différents sujets, hein, que ce soit l'inflation, que ce soit... Alors la guerre en Ukraine, on va y revenir avec les propos d'Emmanuel Macron, mais on a l'impression qu'on passe à côté des sujets essentiels. On a entendu aussi avec la crise agricole, la crise de la pêche, où il y a des demandes fortes, et où on a l'impression qu'on n'entend pas ces demandes, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Je pense que pour les problèmes agricoles, il va falloir les régler au niveau de l'Union européenne, notamment avec réformer la PAC, la politique agricole commune. Je pense que c'est la seule solution. Et après, je pense qu'il faut être plus à l'écoute des agriculteurs. S'il y a énormément de manifestations comme ça, c'est pas pour rien. Et je pense que depuis les années 90, je dirais, les agriculteurs sont un peu mis de côté. Et pourtant, sans agriculteurs, on va pas faire grand-chose, hein. C'est clairement ça. La région Bretagne, c'est quand même la première région agricole. Donc voilà. Et puis la France est connue pour son agriculture, etc. Donc voilà, faut pas mettre de côté l'agriculture, faut pas oublier nos agriculteurs. Et oui, faudra un jour ou l'autre aller vers des carburants moins polluants, etc., moins de pesticides. Mais avant de tout couper et tout arrêter, il va falloir trouver des solutions, quoi. Et on a l'impression que l'Union européenne est loin, souvent, c'est un pôle de décision, mais très loin de ceux qui subissent, on peut le dire aussi comme ça, ces décisions. Alors là, on parlait des agriculteurs, mais il y a aussi monsieur, madame, tout le monde, avec des réformes diverses. Est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui, est-ce que c'est aussi le vœu de la future génération que vous incarnez, d'humaniser l'Europe et peut-être de la démocratiser aussi? Oui, je pense qu'il faut énormément démocratiser l'Europe, qu'il y ait plus de contact avec la population, parce que là, on a quand même le regard de l'Europe, c'est quand même de la bureaucratie, quoi. On croit que c'est que des bureaux. La technocratie, hein, Voilà. la fameuse technocratie. Alors justement, cette technocratie, elle mériterait peut-être aussi qu'on y introduise plus de démocratie, en ce sens où on ne vote pas aujourd'hui, par exemple, pour le président de la Commission européenne. On a beaucoup de technocratie, peut-être moins de politique. Oui, enfin après, chaque commissaire est élu démocratiquement, donc automatiquement, indirectement, c'est quand même démocratique. C'est vrai que, ouais, non, j'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus, et je pense que c'est pas la source du problème. C'est pas la source du problème. On a aussi une Europe qui est chahutée avec la guerre en Ukraine. On y revient. Cette guerre en Ukraine, 2 ans déjà. Beaucoup de choses ont été dites. On voit aujourd'hui qu'il y a, on pense au pape François qui demande que l'Ukraine négocie finalement la paix avec la Russie, fin de non-recevoir de la part de l'Ukraine. On a l'impression que l'Europe aussi est un petit peu enlisée. Comment aider l'Ukraine, mais sans finalement entrer en co-belligérance et en allant faire la guerre. Il y a eu ces propos du président de la République Emmanuel Macron autour justement d'un possible envoi de troupes au sol. Est-ce que pour vous c'est un propos déplacé? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que autrement ça peut être aussi un électrochoc pour faire prendre conscience de ce qui se passe aux portes de l'Europe? Oui, c'est extrêmement dangereux, je vois pas l'intérêt, et en plus, diplomatiquement parlant, on s'est mis quand même pas mal de monde à dos, que ce soit l'Union européenne, tout le monde a dit non, à l'OTAN, c'était à peu près pareil, et puis la France n'est pas une énorme puissance militaire mondiale, on s'attaque quand même à la Russie qui est sur le podium. Donc même si la France va quand même améliorer sa place avec la loi de programmation militaire, là actuellement ça fait qu'1 an que le budget a été voté, à peine, on n'a pas encore les conséquences de cette loi de programmation militaire. Voilà, il faut le temps que ça se mette en place finalement et que l'on construise d'autres armes, qu'on aille vers d'autres schémas militaires. La Russie c'est une puissance nucléaire, la France aussi. La France pourrait-elle défendre l'Europe toute seule ? Avec le nucléaire, oui, mais je pense que c'est pas la bonne solution, puisque c'est un combat sans fin et il n'y aura pas de gagnant, puisqu'ils vont renvoyer la bombe nucléaire, nous on la renverra, etc. Et ça sert à rien. Là, vous nous parlez c'est de la dissuasion, quoi. Vous nous parlez de 3e guerre mondiale, là, si on commence à appuyer sur le bouton, comme voilà, faut pas appuyer sur le bouton, c'est de la dissuasion.
Voilà, enfin, il faut être que, pacifiste un peu. oui, est-ce que la France, finalement, vous disiez, elle est un peu appauvrie au niveau nucléaire, au niveau militaire et au niveau diplomatique. Est-ce que vous regrettez que la France j'allais presque dire, ne redore pas son blason diplomatique? Je ne sais pas si je dirais ça, parce que là, actuellement, il y a enfin, diplomatiquement, les gens n'ont pas soutenu l'envoi de troupes, mais je pense que ça n'aura pas de conséquences majeures sur la position diplomatique de la France. Ça reste quand même un pays qui est présent avec les Outre-mer sur pas mal de continents, et qui est quand même, enfin, je prends l'exemple du passeport diplomatique, qui est quand même accepté dans pas mal de pays, donc diplomatiquement, on est quand même pas trop mal. La France est toujours écoutée, finalement, dans le monde? Ah oui, je pense, oui. Oui. Parce qu'on entend beaucoup de voix qui disent que finalement la position de la France s'est affaiblie, qu'on est moins écouté, qu'on est moins influent. Peut-être moins qu'avant, mais on n'est pas non plus, on est écouté, on n'est pas non plus, on est considéré. On ne peut pas dire qu'on est oublié, personne nous prend, nous prend en compte, quoi. Alors, sachant qu'on a perdu de l'influence, et là on parle de géopolitique, on voit les géants tels que la Chine, et on parlait un instant de la Russie, mais on pourrait y ajouter les États-Unis qui vont sans doute connaître peut-être, en tout cas si on en croit les voix qui viennent d'outre-Atlantique, un retour de Donald Trump. Est-ce que pour vous, le retour de Donald Trump, c'est une catastrophe ou c'est finalement quelque chose de presque naturel après Joe Biden? Alors, les élections américaines, c'est très compliqué, puisqu'on a Joe Biden qui est quand même un candidat intéressant. Le problème, c'est qu'il commence quand même à avoir énormément d'âge, se trompe dans pas mal de discours, tombe, etc. Donc c'est très compliqué, je pense qu'il ne devrait pas se représenter. Mais par contre, en face, on a quand même Donald Trump qui fait des très bons scores dans les sondages, mais qui est quand même quelqu'un de climato-sceptique. Donc c'est très compliqué, quoi. Mais je pense que c'est pas la solution de réélire Donald Trump. Avec quand même, on le sent, un retour d'une forme de conservatisme aux États-Unis. Complètement. Que l'on ressent aussi en Europe aujourd'hui. Oui, un peu partout dans le monde. Ce retour du conservatisme, finalement, c'est une réponse à une époque où on a été très ouvert sur beaucoup de choses, et un retour peut-être un petit peu un repli. Oui, c'est vrai qu'on a été assez ouvert dans tous les pays de l'Europe, mais même aux États-Unis. Après, je pense que le conservatisme... ça a du bien et du mal, je dirais. Avoir un conservatisme style anti-mai 68, etc., revenir en arrière avec remettre le patriarcat en place, la religion centrale, etc., je pense que c'est pas vraiment la solution à prendre. Je pense que faut pas tellement avancer plus loin dans le progressisme. Enfin, du moins, moi, actuellement, je vois pas ce qui pourrait aller plus loin. Mais bon, après, toutes mes idées ne sont pas non plus arrêtées. Mais je pense que ça peut être une solution, mais il ne faut pas un conservatisme trop radical avec du nationalisme conservateur. Là, on n'avancera pas, c'est clair. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce retour du conservatisme? C'est un besoin d'ordre, c'est un besoin de repères. On a perdu les repères, y compris en politique. Je pense que c'est plutôt un besoin d'ordre, puisqu'on arrive de plus en plus avec de l'insécurité, etc. Donc je pense que les gens veulent élire des partis de l'ordre, qui sont très à l'ordre et qui ont une justice assez punitive, je dirais. Comme le RN, par exemple, qui veut rétablir l'ordre. C'est leur discours déjà depuis belle lurette. Voilà. Après, je pense que oui, c'est pour ça que les gens choisissent le conservatisme, parce qu'il y a quand même une insécurité grandissante en Europe. Alors, l'insécurité, on en parle aussi en France. Hein. On cite souvent Marseille et le trafic de stupéfiants. Et ce week-end à Rennes, il y a eu une fusillade, 1 heure de tir dans le quartier du Blône. Donc, c'est tout proche de nous. La Bretagne, qu'on pensait quelque part épargnée par ces problèmes, se trouve, j'allais dire, touchée aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu la douche froide? Non, je pense pas. Enfin, je m'y attendais pas, je vais pas dire ça, mais déjà pendant les émeutes, la CRS 8 s'était déjà déployée à Rennes, donc déjà, et là aussi ce week-end. Donc je pense que déjà à Rennes, il y a une insécurité grandissante. Après, je pense qu'il faut que la mairie et la préfecture mettent les moyens pour lutter justement, parce qu'une fois que ça sera rendu un peu trop loin, ils auront du mal à faire marche arrière. Voilà, il y a un risque de voir un peu une situation un peu incontrôlable, comme c'est le cas aujourd'hui à Marseille, à Rennes ou à Nantes. On parle aussi beaucoup de Nantes, voire même un peu de Brest. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des villes coupe-gorge, mais il faut agir vite avant que ça aille trop loin. Ah oui, complètement, oui, parce qu'après, si c'est incontrôlable, non. Je pense qu'il faut que les gens vivent dans une situation où ils sont tranquilles, où il n'y a pas d'insécurité, où tu peux laisser...
ta voiture ouverte sans te la faire voler. C'est un peu un cliché, mais en soi, c'est réel. Aujourd'hui, vous allez dans certains quartiers en France, vous laissez votre clé sur le contact de la voiture, vous la retrouvez pas. On a aussi cette montée. Alors, vous parliez de la religion tout à l'heure. Hein. On voit aujourd'hui. Je n'allais pas se dire un conflit autour de l'islam et de l'islam radical. Est-ce que là aussi, il y a un chantier énorme qui attend les futurs dirigeants français et les politiques que l'on a en place aujourd'hui? Est-ce qu'ils font assez pour endiguer cette montée de l'islam radical avec tout ce que ça suppose? Bien sûr, il faut lutter activement contre l'islam radical, mais pas forcément contre... toute forme de radicalité en fait dans les religions. Il y a du christianisme radical, etc., qui qui brûle des trucs, qui fait des tags, etc. Oui, il faut lutter contre toute forme de radicalité, etc. Après, est-ce qu'il faut s'en prendre à tout le monde, à tous les musulmans, même si ce sont des gens qui sont juste religieux et ne cherchent pas trop de problèmes? Non, c'est pas la solution. Mais par contre, oui, il faut lutter activement contre l'islam radical avec les imams radicaux, etc. Voilà, donc avoir un radicaux, côté radicaux, voilà, avoir un côté coercitif, mais permettre aux religions de cohabiter. Finalement, c'est du bon sens. Oui, complètement, oui. Faut laisser les gens tranquilles, qu'ils puissent cohabiter, etc. Tranquillement, sans qu'il y ait de guerre, si je peux me permettre. Alors, on va parler de société aussi. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez très impliqué justement dans cette évolution de la société. On entend beaucoup de jeunes, d'ailleurs, quelle que soit la sensibilité, leur sensibilité, s'impliquer dans beaucoup de choses. Alors, on a eu l'IVG qui a été gravé dans le marbre de la Constitution la semaine dernière. Pour vous, c'est un grand pas en avant, c'est aussi une protection pour les femmes? Oui, je pense que c'est un grand pas, puisque actuellement, bon, il n'est pas vraiment menacé, mais quand même, un jour ou l'autre, on ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, fallait mieux mettre dans la Constitution, comme ça, il est intouchable. On a vu que dans toute l'Europe, ça a été remis en cause avec la montée des populistes. Donc, voilà, on ne sait jamais. Après, j'aurais voté pour, etc. Mais bon, la loi Veil était quand même une superbe loi. Et après, voilà, comme je dis, l'IVG n'était pas très menacé en France. Mais c'est quand même un symbole. C'est un symbole, c'est majoritairement un symbole. Ça prouve encore une fois que la France est quand même première sur cette d'avancée sociale, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres dans d'autres pays. Avec là aussi un sentiment très transpartisan quand même. Il y a eu certes 72 représentants au Congrès qui n'ont pas voté pour cette inscription de la loi. Certains tout simplement pour des questions personnelles, on peut le dire, et d'autres aussi pour des questions, je dirais plutôt techniques. On a entendu dire oui, la Constitution, c'est pas un catalogue de revendications sociales. Voilà, on a entendu ça aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, Gérard Larcher avait dit que c'était pas un catalogue de normes sociales, etc. D'un côté, c'est vrai, il n'a pas tort. La Constitution, c'est un texte juridique, ça n'a rien à voir avec ça. Mais, voilà, c'est vrai, mais fallait quand même voter pour protéger. Voilà. Faut assurer ses arrières, j'ai envie de dire. Voilà, protéger. Il y a aussi cette déclaration d'Emmanuel Macron hier soir autour d'un projet de loi qu'il souhaite faire passer très prochainement pour une aide à mourir. Cette aide à mourir, alors on a parlé d'euthanasie, on a parlé de fin de vie. Les mots sont très choisis. Cette aide à mourir, cet accompagnement à mourir. Est-ce que c'est une boîte de Pandore que l'on ouvre ou est-ce que là aussi c'est une loi nécessaire ? Réellement, j'ai pas un avis tranché sur la question, mais je suis plus en faveur quand même des soins palliatifs, etc. Et puis même le suicide assisté, je pense que les médecins ne sont pas pour... Les médecins, ils sont faits pour sauver des vies, garder les gens en vie, etc. Et leur dire, bah attendez, vous allez devoir tuer... involontairement quelqu'un volontairement avec un médicament. C'est pas un crime non plus, puisque les gens ont signé une décharge comme qu'ils étaient d'accord, etc. Mais je pense que les médecins ne voudront pas. Là, on touche plus à la philosophie, à la conscience. Voilà, je pense. Ouais, finalement, plus qu'à la politique. Ah oui, complètement, oui. Je pense que là, c'est pas vraiment un débat politique, c'est plutôt philosophique, avec de la conscience, etc. Est-ce que c'est moral, immoral de tuer quelqu'un, etc. Vous avez ces débats-là, même ici à la région, sur peut-être des choses moins importantes, mais on peut penser au climat, par exemple, aussi. Oui. Ce débat en disant, oui, est-ce qu'il faut être plus coercitif avec les pollueurs, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il faut... Vous avez ce débat-là aussi ? Oui, il y a pas mal de débats au sein du TRJ, parce qu'on a une
une pluralité politique, je dirais. On a des gens d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc on peut débattre avec plusieurs orientations Plusieurs politiques. points de vue différents. Voilà, c'est ça. finalement. Donc oui, on peut faire des micro-débats, quoi. Mhm. Et alors j'imagine que de ces débats sortent des idées. Est-ce que des fois vous vous retrouvez en commun, avoir des idées en se disant, ben oui, finalement, un tel d'extrême droite a une idée assez proche d'un tel, je sais pas, plutôt situé à gauche ou très à gauche ou au centre. Est-ce qu'il y a finalement un consensus parfois? Sur certaines questions, oui. Après, sur d'autres, non, parce que l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est quand même pas réellement les mêmes idées. Donc oui. Après, au sein du CRJ, je suis pas sûr que les plus extrêmes soient engagés dans des partis. Mhm. C'est plutôt des gens au Parti Socialiste, chez Horizon, chez Renaissance. Voilà. Peut-être un peu chez LR, mais je suis pas sûr. Voilà. Il y a une volonté de construire, en tout cas on le sent, Ah oui, complètement. et ce sera ma dernière question, il nous reste une petite minute, mais il y a une volonté de construire aujourd'hui. Est-ce que la jeune génération dont vous faites partie a un regard plutôt critique sur les générations passées en disant, voilà, on est quand même passé à côté de certaines choses, finalement on nous laisse un monde qui n'est pas si sympa que ça? Oui, je pense que ça serait le point majeur, ça serait au niveau climatique, quoi. Les gens pouvaient faire tout et n'importe quoi avant. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Nous, on vit sous les restrictions, etc. On est une génération qui a connu le Covid. Là, aujourd'hui, c'est l'inflation. Vous en voulez un peu aux générations passées, voilà, d'avoir été un peu libre et puis de vous enfermer un peu aujourd'hui dans des complications? Non, je pense pas, parce que je pense qu'ils n'étaient pas au courant, ou ils pensaient pas que ça allait finir comme ça au niveau du climat. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tellement de communication sur le réchauffement climatique. Donc non, je leur en veux pas. Non. Un dernier mot. Si vous aviez aujourd'hui, Lancelot Durand, un message à faire passer aux jeunes qui veulent s'engager en politique ou tout simplement s'engager sur des grandes causes ou envie de faire bouger les choses, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre? Et ben moi, je leur dirais qu'il faut s'engager bien, c'est-à-dire faut être présent énormément, faut s'investir, etc. Et bien évidemment, ne pas avoir peur de rien, prendre son courage de main. Et là, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Un dernier mot, vous avez une idée, alors je ne vais pas parler de carrière politique, mais d'aller un petit peu plus loin que l'engagement et peut-être un jour entrer en politique, comme l'on dit. Oui, peut-être, je n'exclus pas le fait que je serai attiré par le mandat de conseiller régional et peut-être aussi conseiller municipal, mais voilà. Là, après, je sais pas. Enfin, je sais pas. Un dernier mot sur le cumul des mandats. On a vu que les Français étaient oui. plutôt pour un retour de cumul des mandats. Le député maire, c'est souvent celui-là qui est cité. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une bonne idée, ce retour? Oui, ça permettait d'avoir une certaine proximité dans la circonscription. Donc oui, je suis pas contre. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Lancelot Durand, conseiller régional Jeunes de Bretagne, responsable des références académiques. Vous étiez avec nous ce matin pour cette première radio qui, vous voyez, s'est très bien passée. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Merci pour votre invitation. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.